Survenant, survenante. Personne qui s'ajoute survient dans un groupe. Salut, moi c'est Annabelle. Moi c'est Catherine. Et moi c'est aussi Catherine, mais vous pouvez m'appeler Renée, le temps d'un balado. On est les survenantes. Les survenantes se retrouvent pour une nouvelle saison. Et pour partir le bal en beauté, Annabelle nous présente le livre qu'elle chérit par-dessus tout, Le mur invisible de Marlène Haushofer, publié pour la première fois en langue allemande en 1963. C'est l'histoire d'une femme bourgeoise qui se retrouve prisonnière du jour au lendemain, en plein milieu des Alpes, après qu'un mur invisible s'est abattu entre elle et le reste du monde. Une catastrophe dont on ignore la nature semble être survenue. Seule rescapée, la narratrice se voit forcée de se réinventer. Elle consigne sa transformation dans un journal, décrivant les tâches qui lui permettent de survivre, ainsi que sa vie entourée des bêtes qui deviennent sa nouvelle famille. Dans cet épisode, Annabelle, Catherine et Renée discutent de leur rapport à cette œuvre à la fois haletante et contemplative. Avec humour et introspection, elles réfléchissent à l'état de leurs connaissances pratico-pratiques, à leur habileté manuelle et se demandent si elles seraient aptes à survivre dans un tel scénario. Vous êtes en compagnie des survenantes. Rejoignez notre communauté sur Instagram afin de nous faire part de vos impressions. Du contenu supplémentaire vous attend sur notre page Patreon. C'est grâce à nos mécènes que nous trouvons les moyens et le souffle pour poursuivre cette grande aventure balado. Bonne écoute! Imaginez un peu la scène. Votre cousine et son conjoint vous invitent pour passer quelques semaines de détente dans leur beau chalet dans les Alpes. Puis ici, on parle des Alpes autrichiennes en plus. Vous vous réveillez le lendemain de votre arrivée, puis vous réalisez que vous êtes seul parce que vos hôtes sont pas rentrés du bar où est-ce qu'ils étaient partis prendre un verre la veille. Vous sentez que quelque chose cloche, puis vous réalisez l'ampleur de ce qui vous attend quand vous frappez de tout votre corps un mur lisse, froid, invisible, impénétrable, qui s'étend bien au-delà des montagnes et des forêts qui entourent le chalet. D'où vient ce mur? Puis, qu'est-ce qui est arrivé aux gens à l'extérieur du mur? Est-ce qu'il y a d'autres personnes emprisonnées à l'intérieur du mur? Combien de temps va-t-il rester là? C'est comme ça que commence le récit extraordinaire d'une femme qui se pensait ordinaire, mais qui est finalement une force de la nature. Et moi, j'avais rajouté ce livre-là dans ma pile à livres quand Renée nous en avait parlé pendant une de nos rencontres du book club. Oui, puis ici, il faut dire que moi, ce livre-là, c'est le livre que je recommande à tous mes amis. Je pense que c'est aussi un cadeau que j'ai offert, c'est un livre que j'ai offert en cadeau très, très souvent, parce que pour moi, c'est impossible que quelqu'un aime pas ce livre-là. Puis je dis jamais ça pour d'autres livres parce que je sais que tous les goûts sont dans la nature. Mais pour ce livre-là, j'ai pas encore rencontré de personnes qui m'ont dit « Oh, c'était plate, que c'est ça, Renée, pourquoi tu nous recommandes ça? » J'ai vraiment... pour moi, c'est comme une promesse. Les gens, ils savent pas, mais quand je leur offre ce livre-là, c'est une promesse d'un vraiment bon moment de lecture intense, genre en quelques jours parfois même, parce que je pense qu'on va en parler, mais il s'en passe des affaires dans ce livre-là. Mm-hmm. Ben moi, ça a été un coup de foudre, puis tu t'avais vu juste avec ta recommandation parce que c'est maintenant mon livre préféré. Et moi aussi, je pense que je vais le recommander à vitam aeternam à tous mes amis parce que honnêtement, c'est un livre qui est magnifique. Puis j'ai envie de vous vendre le livre, de vous convaincre d'aller l'acheter, de l'emprunter à la bibliothèque, de trouver un ami qui peut vous prêter une copie. Ce que j'ai d'abord vraiment aimé de mon expérience de lecture du mur invisible, c'est la copie que Renée m'a prêtée, donc qui était annotée par à la fois Renée puis son chum. Donc j'avais dans ma tête pendant que je lisais, j'avais les réflexions de deux personnes qui venaient comme se superposer aux miennes. Puis il y a des passages qui étaient soulignés auxquels j'avais pas vraiment porté attention. Puis il y avait d'autres passages qui l'étaient pas. Puis je me disais mais pourquoi ils ont pas souligné ce passage-là? Fait que c'était vraiment une belle expérience de lecture, très intime. Puis il y avait comme une complicité d'une certaine façon avec la lecture de deux autres amis. Donc, lisez des copies annotées, tout le monde, c'est très agréable. Marlène
Hofer, née Marie-Hélène Fraundorfer, a vu le jour à Mölln, en Autriche, en 1920. Son enfance est d'abord marquée par la nature et la forêt autrichienne, puis par des études primaires et secondaires chez les religieuses. Adulte, elle étudie la philologie allemande à Vienne et à Graz. Elle épouse Manfred Haushofer en 1941. Installée dans la ville de Steyr, le couple fonde un cabinet dentaire où Marlène travaille comme assistante. Celle qui élève 2 fils mène aussi une activité littéraire. Elle publie ses premiers contes en 1946. Elle écrit ensuite des nouvelles, des romans, des pièces radiophoniques et des livres pour enfants. Plusieurs de ses œuvres sont récompensées, mais ses écrits tombent rapidement dans l'oubli. Elle meurt d'un cancer des os à l'âge de 49 ans. Elle sera redécouverte et traduite dans plusieurs langues grâce au travail de différents mouvements féministes. Je vais vous dire pourquoi Le mur invisible, c'est un coup de cœur pour moi. D'abord, c'est un livre qu'on pourrait qualifier de science-fiction et post-apocalyptique aussi. C'est des thèmes qui viennent me rejoindre beaucoup. C'est des genres maintenant que j'aime lire. Et évidemment, c'est un livre qui a une critique féministe très forte. Alors, on peut dire que c'est comme une œuvre forte du genre féministe post-apocalyptique. La critique du patriarcat par l'autrice se fait à travers les réflexions de son personnage principal. Ici, on parle d'une femme ordinaire, une femme qui est seule et qui réfléchit, qui nous décrit un peu ce qu'elle fait au quotidien pour survivre. Parmi les réflexions intéressantes de la protagoniste du livre, elle réfléchit beaucoup sur son ancienne situation comme femme à l'extérieur du mur versus celle de la femme maintenant émancipée qu'elle est parce qu'elle vit seule puis elle n'a pas la pression de l'extérieur du mur. Pendant tout le livre, là, elle est empreinte de doutes sur ses capacités, sur sa force. Puis malgré tout ça, elle va foncer, elle va faire des essais. Elle n'a pas le choix, hein, sa survie en dépend. Puis à chaque fois qu'elle a des petites victoires, même si elles sont très banales, mais c'est des victoires pour toutes les femmes. C'était des moments qu'on avait envie de célébrer avec elle. On a vraiment l'impression d'être dans la tête du personnage. On a l'impression d'être dans son corps aussi. Et on ressent les labeurs, on sent les sacrifices, on sent la difficulté, la douleur, la souffrance. Mais on sent toutes les belles choses aussi qu'elle peut vivre. Ça me fait penser à un moment du livre qui a été très marquant pour moi. Ça faisait déjà quelques semaines, je crois, qu'elle avait épuisé tout son sucre qui restait au chalet. Puis elle a fait une longue randonnée en forêt, puis elle a trouvé un framboisier plein de fruits, mûrs en plus, qui l'attendaient. C'était comme un signe pour elle, puis elle s'est empiffrée de framboises, puis j'avais vraiment l'impression de savourer avec elle les framboises, comme si j'avais moi aussi pas mangé de sucre pendant des semaines. Donc c'est banal, mais c'est pour vous montrer la puissance de l'expérience, je crois, quand on lit ce livre-là. Quand on parle de cueillette, c'est quand elle mange les pousses de conifères. Je sais pas si c'est les pousses de sapin, mais j'avais déjà entendu parler de ça, qu'on pouvait manger les pousses de sapin, mais elle va vraiment les cueillir puis les mâchouiller. Puis on voit vraiment que ça apporte un peu de piquant à sa vie, tu sais, qu'elle fait un peu par habitude, puis elle se dit que ça va peut-être lui donner un peu de vitamine, mais pas vraiment au courant, là, non plus. Mais ouais, ça m'a fait... là, on est dans le temps de Noël. Nous, on est en train d'enregistrer dans le temps de Noël. Puis je le sapais dans mon salon, là. Puis je me disais, ah ouais, mais il me semble que moi aussi, je mangerais ça, des pousses de sapin. Oui, on dirait qu'aussi, elle se crée comme des nouveaux rituels. Parce que je sais qu'au début, c'est une fumeuse. La femme du livre, elle fume. Puis elle finit ses cigarettes. Puis elle remplace rapidement, parce qu'elle n'en a plus, finalement. Puis elle remplace ça, finalement, par d'autres habitudes pour comment on dit, établir une routine dans son quotidien, puis mettre un peu de « Ouh, j'en vais manger des branches de sapin », et tu sais, comme remplacer ce qui aurait été peut-être un chocolat chaud, un verre de vin, une cigarette, un morceau de chocolat par ce qu'il y a autour d'elle, finalement. Une autre raison pourquoi je vous dis de lire absolument ce livre-là, c'est que au courant du récit, l'autrice a comme tissé l'histoire avec des petites bribes du futur, de ce qui va se passer au personnage principal. Et ça nous garde accrochés au livre comme si c'était un thriller par moment. Puis moi, ça m'a coupé le souffle à quelques reprises parce qu'on se dit « Ah, tout va bien pour l'instant », puis pouf, il y a quelque chose qui se passe où on pense que quelque chose va se passer. Et là, oh mon Dieu, la tension était trop forte.
porte, je devais fermer mon livre, prendre une petite pause, puis après ça, là, je me disais, oh non, je veux savoir. Puis là, j'y retournais tout de suite après. Donc ça, c'est un effet vraiment thriller qui est intéressant, puis c'est pas le genre de livre auquel je me serais attendue, qu'il y a des éléments thriller, puis les émotions sont très fortes. Ça vient vraiment nous chercher, puis on espère toujours que l'autrice va s'en sortir. J'aime beaucoup vivre dans la forêt à présent et il me serait difficile d'en partir. Si je reste en vie là-bas, de l'autre côté du mur, j'y reviendrai. Parfois, je pense qu'il aurait été agréable d'élever mes enfants ici, dans les bois. Pour moi, cela aurait été sans doute le paradis. Mais je doute que mes enfants s'y soient plus autant. Je crois que le paradis n'a jamais existé. Il ne pourrait y avoir de paradis qu'en dehors de la nature, et c'est ce que je ne peux pas me représenter. L'idée d'un tel paradis m'ennuie et je n'y aspire pas. Plusieurs moments, elle mentionne comment les promenades en nature, c'est vraiment, là je la cite, un remède à tous les maux. Et souvent, quand elle file pas, c'est son chien même qui dit « Ah ouais, viens-t'en », qui lui dit, elle le ressent comme ça, là, oui. Mais qui l'emmène pour qu'elle se promène en forêt, puis elle va décrire de longues randonnées. Puis là, on parle vraiment de, le thème thérapie par la nature devient de plus en plus in, là, depuis quelques années, les bains de forêt et tout ça. Dans le fond, on essaie de faire des concepts qui vont bien marcher quand on revient à la base de l'être humain, là. Ça fait du bien être dehors, ça fait du bien être dans le bois. C'est pas nouveau, c'est pas de la nouvelle information. C'est ça. On la remet juste au goût du jour. Mais mais moi, c'est fou parce que c'est quelque chose qui émerveille à chaque fois. J'ai un petit parc derrière chez moi maintenant, puis juste sortir puis regarder les arbres, ça m'a tout le temps fait du bien. Ouais. Tu sais, ce qu'elle le rappelle constamment à quel point ça l'apaise, à quel point ça vient lui donner un sentiment de calme profond, même dans les plus grands tourments. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment... j'ai trouvé que c'était des beaux rappels, parce que même pour quelqu'un comme moi qui pense constamment à ces choses-là, ça dit, là... Ah ouais, ouvre la porte, sors! Oui. Comme les autres écrits de la nature qu'on a lus ensemble, il y a comme dans le livre, il y a la présence de terminologie ou des mots pour nommer le monde naturel autour d'elle. Puis ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'elle devient un peu sa propre encyclopédie. Dans le sens où, comme c'est pas comme Anaïs qui peut se tourner, Anaïs Barbeau-Lavalette, qui peut se tourner vers des ouvrages, vers Internet, vers des ressources pour apprendre à nommer les plantes. Là, on est dans un mode survie. Si t'as pas appris ce qu'il fallait avant, t'es dans le chenoute. Ça va mal se passer pour toi. Puis je pense que c'est dans tout le livre, on va en parler tantôt, mais elle mesure un peu les connaissances qu'elle a acquises qui vont lui servir. Puis je pense que ça fait partie en quelque sorte des écrits de la nature, d'être capable de puiser en nous ce qu'on sait déjà. Souvent, on en sait plus qu'on pense. Ou des fois, on en sait vraiment moins qu'on pense. Puis on va voir tantôt, peut-être que c'est nécessaire d'aller visiter les scouts un peu. À un moment dans le livre, l'autrice se questionne justement, en plus de se questionner constamment sur ses capacités. Est-ce que je vais être capable de faire ci, de faire ça? Est-ce que je peux manger ci, manger ça? Elle se questionne sur des souvenirs qu'elle a de son ancienne vie, des bribes de poèmes qui lui reviennent en tête. Puis elle constate qu'elle ne peut pas aller chercher le livre à la bibliothèque pour vérifier c'est quoi le nom de l'auteur, ou elle peut pas aller confirmer ses connaissances, donc elle doit se fier seulement sur elle-même. Puis ça a un effet très torturant sur elle. Et puis ça, c'est vraiment venu me chercher parce que si j'avais pas mon ordinateur, si j'avais pas Google à portée de main pour aller vérifier, confirmer, chercher dès que j'ai une question ou une interrogation, ça serait la fin du monde pour moi, je pense.
C'est sûr que tout à l'heure, je vous lance des éloges depuis tantôt là, sur le livre. Oui, c'est un beau livre, mais autant on est dans la beauté de la nature qu'on est vraiment dans la souffrance, parce qu'elle vit beaucoup de souffrance par rapport à ses propres capacités, par rapport aux souvenirs qu'elle a d'avant le mur. Elle fait beaucoup d'insomnie, elle se pose beaucoup de questions. On a beaucoup parlé de la complicité qu'elle a avec les animaux dont elle s'occupe. Qu'il y a une vache, elle a aussi des chats, elle a son chien. Puis, en fait, elle va parler régulièrement de comment c'est un poids pour elle d'avoir ces animaux-là. Tu sais, c'est grâce à eux qu'elle a réussi à survivre émotionnellement, psychologiquement, physiquement aussi, grâce à la vache. Mais comment c'est un poids pour elle de constamment se demander est-ce que ma vache va bien? Est-ce qu'elle a assez d'air frais? Est-ce qu'elle mange assez? Est-ce que mes chats sont en sécurité quand on se promène dans la forêt? Puis parfois le deuil même d'animaux, comment ça l'affecte? Elle va ramener ça beaucoup au poids d'élever des enfants. Puis dans le fond, oui, le soin, c'est quelque chose d'essentiel à sa vie. C'est ça qui lui permet d'avancer d'une journée à l'autre. Mais c'est aussi ça qui fait qu'elle se sent pas nécessairement dans un paradis non plus. On parle de capacité de survie, on parle de connaissances. Par exemple, René nous parlait des plantes comestibles tout à l'heure. Ben justement, l'autrice nous fait réfléchir beaucoup à travers son personnage sur l'inutilité de nombreuses connaissances qu'on a accumulées au fil des années, notamment dans nos études universitaires, n'est-ce pas, mesdames? Ça peut être assez confrontant. Exactement, c'est un livre qui est confrontant parce que chacune de nous a passé presque une décennie, sinon plus, dans les études, dans les longues études. On a fait des cours très intéressants, on a réfléchi beaucoup, mais est-ce qu'on est capable de survivre dans le bois? Je pense que c'est une question qui est très valide, qui est très confrontante, donc, parce que si on se retrouvait dans ces souliers, est-ce qu'on serait capable, nous-mêmes, de survivre à l'intérieur du mur? Justement, dans la continuité de ce que tu viens de dire, Annabelle, moi, je voulais vous faire passer un petit questionnaire, un petit quiz, pour voir nous, si on était à sa place, justement, comment on se débrouillerait? Alors, je vais vous poser des questions comme savez-vous faire telle ou telle affaire? Puis, vous pouvez me répondre en long, en large ou en court, en succinct. Puis, on va voir, dans le fond, à quel point on serait débrouillard. Ça, c'est toutes des habiletés aussi qui sont mentionnées dans le roman. Alors, êtes-vous prête? Allons-y. Allons-y. Savez-vous allumer un feu? Oui. Avec ou sans allumettes? Oui. Savez-vous allumer un feu avec des allumettes? Oui. Oui. Ouais. Moi, non. Oh! C'est pas facile. Je dois dire que c'est pas évident. Ah ben là, tu m'encourages pas. Parce que j'ai vu mon chum puis mon beau-père le faire d'innombrables fois. Ouais. Puis là, à chaque fois, je les regarde puis je suis comme I can do it. Ben je oui. peux. Et Mais genre, faut dire que dans les dernières années, j'avais tout le temps un bébé dans les bras, là. Fait que je me dis, OK, c'est peut-être pas le bon moment, mais ça, on n'a pas l'air si compliqué que ça. Non, c'est ça. Puis c'est sûr, si t'es avec un groupe de personnes, il y a tout le temps au moins 2-3 personnes que c'est comme leur dada. Ils aiment ça, faire le feu. Fait que si t'es comme moi, c'est souvent des messieurs. Puis là, faut que tu te battes un petit peu. C'est comme, hey, c'est moi aujourd'hui qui fais le feu. Puis là, ça les chatouille, là, ils t'en regardent faire. Puis ça, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Ça marchera pas. Ah, pourquoi qu'elle prend ça? Mais je pense que comme si on se retrouvait dans une situation où il faut faire un feu, puis on est toutes seules, on serait toutes les trois amplement capables de faire un feu. Ben ça, on a des allumettes. Ouais. oui. L'autrice, la protagoniste mentionne « Je saurais pas reconnaître une pierre à feu, même si j'en trouverais. » Je veux dire, même s'il y en avait, j'arriverais pas à l'identifier. Alors, quand j'aurai plus d'allumettes, je vais être dans la chenoute. Ah. Vous, est-ce que vous sauriez reconnaître une pierre à feu? Jamais. Tout. Non. Moi, j'ai un allume-feu, là, dans mon kit de camping, là. Fait que c'est comme un petit guédis qui fait en sorte que tu peux partir le feu sans allumettes. C'est un peu Ça, long. c'est vraiment quelqu'un qui était motivé, qui a acheté ça. Je savais vraiment même pas, là. Que ça existait? Je savais même pas que ça existait. Oui, ça existe, là. Puis c'est comme, tu grattes un truc, puis là, tu frottes, puis là, Mais c'est pas garanti que ça va marcher. L'as-tu déjà utilisé? Non.
J'ai jamais utilisé. Mais je suis sûre que t'as vraiment trippé quand tu l'as reçu par la poste. En fait, j'ai demandé ça pour Noël. J'ai demandé ça en cadeau d'échange avec ma belle famille. Et j'ai un allume-feu. Fait que je vous en parlerai quand je Moi, l'aurai ça utilisé. m'intéresse, là. Ouais. Ben, moi, en fait, je traînais une loupe déjà il y a longtemps, là, quand on part en camping. Une loupe, s'il y a du soleil, assez de lumière, ça peut faire des flamèches facilement. Ah, bon, Marlène, trouve-toi une loupe. Trouve Ben ta oui, loupe, en plus, Marlène. c'est sûr, elle a comme des longues vues. Oui. Elle utilise des jumelles, fait qu'elle pourrait très bien démonter une partie de la jumelle. Puis, Oui, ou de l'horloge. Mais j'avoue qu'être Ouais. pognée dans la même situation qu'elle, j'aurais sûrement fini par passer à ça. Oui, ouais. Ça me surprend qu'elle l'ait pas mentionné. oui. Mais on va quand même dire que elle a fait des beaux efforts. Oui. OK, je continue. Là, j'ai plusieurs questions. Savez-vous planter des patates ou des haricots à partir d'une récolte déjà existante? Nope. Alors, pas aller acheter des semences là, puis le faire. Oui, non. Moi, je sais faire les haricots. Je le fais chez nous. Les patates, j'ai aucune idée. Je sais que ça a l'air compliqué puis qu'il y a des maladies qui pognent là-dedans. Toi, tu pourrais-tu, mais... Non, mais je pense que je partirais du même présupposé qu'elle. Parce qu'elle a dit, j'ai déjà entendu dire que tu pouvais faire ça comme ça. OK. Puis moi aussi, j'ai cette vague connaissance-là, mais je l'ai jamais fait. Fait que peut-être que ça ne marcherait pas. Je me retrouverais dans la même situation où je l'ai fait, puis je suis comme, est-ce que ça va marcher, oui ou non? Savez-vous traire une vache? Oh que non. 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 No. Ben moi, j'ai une campagne, là, puis mes ancêtres, comme dirait ma fille. Ma fille de 3 ans. Dans le fond, mes grands-parents maternels, mes oncles maternels, c'est des fermiers laitiers. Donc moi, ça, c'est ça, l'héritage de mes ancêtres a complètement été perdu. Premièrement avec la machine là, qu'ils mettent maintenant, mais faire ça à la main, non. Savez-vous vous orienter en forêt ou vous orienter grâce au soleil et aux étoiles la nuit? Un peu avec le soleil, mais pas assez pour dire je me garoche dans les Appalaches et je me débrouille avec les moyens du bord. Donc non, mes connaissances sont trop sommaires. Moi, je suis rendue là comme que je veux vraiment apprendre à utiliser une boussole. Je connais les principes de base, mais comme je pense que je pognerais les nerfs puis je mâcherais ma boussole sur un arbre si j'étais toute seule, puis je serais comme fuck it. mais non, je pense pas que j'irais loin. Je tournerais en rond sûrement. Tu sais, j'aurais des trucs là, genre mettre un scratch sur un arbre ou un morceau de vêtement pour marquer ma route ou tu sais, j'ai quand même en général dans la vie j'ai un bon sens d'orientation, mais on peut pas se fier à ça en forêt. Tu sais, la ville puis la forêt, rien à voir là, mais ouais, ça serait pas pire d'apprendre ça, je pense, parce que je fais pas mal de randonnées, puis ça pourrait arriver à un moment donné que je m'écarte, comme on dit. C'est le genre de savoir qui a l'air assez simple, mais quand tu y penses, c'est pas simple pantoute. Là. Non, c'est ça. Elle se perd pas si souvent que ça en forêt. C'est quand même impressionnant. Mais moi, c'est une de mes craintes là, de me perdre en forêt. Là, ça me fait vraiment peur. C'est pour ça que je suis le genre de personne qui va toujours rester sur le sentier. Ouais. Puis si je fais une randonnée, je vais dans un sentier. Ouais. C'est garanti. Mais l'orientation, c'est comme, ça fait partie de, mais je dirais pas une bête noire, mais ça fait partie de quelque chose qui vraiment faudrait que je fasse quelque chose. Parce que clairement que si je peux pas m'orienter, c'est... Tu deviens vite prise de panique. Ben, pas tant de la panique, mais je vais dépendre beaucoup des autres. Donc, si je me retrouvais dans une situation comme le personnage dans le livre, où est-ce que, t'es toute seule puis tu t'arranges par toi-même, et ça serait dur. Mais j'aurais pas le choix, finalement, de trouver des stratégies, là, comme identifier des arbres, comme vous le mentionnez. Ouais. Là, Savez-vous faire un trou dans une porte? Tu sais, comme, mettons, faire une fenêtre là, dans un mur. Ben, je l'ai jamais fait, mais je pense qu'on serait capable de faire ça. Je pense que oui, Elle, ça l'intimide vraiment beaucoup. c'est vrai. Ouais. Oui, Ouais. c'est vrai. Moi, je finirais par juste fesser dans la porte avec un marteau, une scie. Ouais. Mais est-ce que j'ai une connaissance de menuiserie Non. quelconque? Non. Non, moi Mais non c'est plus, vrai qu'elle a peur dans le livre de faire un trou dans une porte puis de modifier un peu tout ce qui est charpente là, dans le chalet parce que au début du livre elle va condamner une section du chalet où est-ce qu'elle n'ira pas puis elle va réserver ses quartiers en plus en hauteur puis elle change un peu comment c'est ça là j'allais dire le layout mais c'est ça le mot qui vient en tête là un peu comment à l'aménage. c'est ça, les divisions des pièces, puis ça l'intimide tellement, mais moi, ça serait pas du tout quelque chose qui m'intimiderait.
Let's go la scie, let's go le marteau. Et toi, tu fais beaucoup de réno. Oui, c'est vrai. Ben, des petits travaux manuels, là, j'aime ça, apprendre ça, puis tu sais, c'est mon petit fantasme là, de faire un cours en construction puis de vous bâtir des choses pour vous impressionner. Là. Ça serait pas difficile, je pense, de vous impressionner. Oh. Savez-vous réparer de vieux vêtements? Oui. Oui. Ouais. Ben avec YouTube, là, C'est ça. Sky's the Ouais. limit. tu sais, je sais enfiler une aiguille puis essayer de faire quelque chose avec ça. Ouais. Mais j'ai pas vraiment de connaissances en couture. Ben, ça sera pas beau, mais ça va être utile et oui. Ouais, mais moi, je serais un peu comme elle, là, comme si faire un Essayer. peu n'importe quoi, là. Ou est-ce que vous avez un peu plus de connaissances? Ouais, moi, je peux utiliser une machine. C'est sûr que là, si on se retrouve sans électricité, je fais quand même une machine en fonte des années 20. Fait que je peux la faire marcher manuellement. Fait que si je veux vraiment faire des points puis je suis fatiguée, je peux comme tourner la roue puis on On s'en vient vivre chez vous. Moi, j'ai eu quelques années une révélation que j'ai toujours aimé ça, la couture. Quand j'étais petite, j'avais une petite machine, puis mes deux grands-mères sont couturières. Ma mère, elle coud super bien, ma tante aussi. Fait que, comme, tu sais, c'était tout le temps, pour moi, c'était comme vraiment le fun. J'allais chez ma grand-mère, puis elle me disait « Ah, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? » Puis j'étais comme « Ah, ben, on peut-tu faire un manteau pour ma Barbie? » Puis on faisait un manteau pour ma Barbie. Tu sais, c'était ça le projet de la journée. Fait que c'était comme vraiment, moi, j'ai des bons souvenirs. Puis j'ai jamais comme appris longtemps avec elle, mais je me suis remise exactement comme ça avec YouTube, avec des vidéos. J'ai fait des ateliers. J'ai une amie qui coud super bien, fait que des fois elle m'aide, mais comme j'ai appris des choses comme poser des zips, faire une doublure, faire un t-shirt de base, recouvrir des coussins, faire des rideaux, faire une couverture, faire la courte pointe. C'est toutes des choses que j'ai appris à faire à la machine. Je pourrais le faire à la main, mais ça serait vraiment long. Mais comme je connais un peu je suis vraiment pas une experte, là, mais je connais l'architecture, si on veut, de la couture. Comment penser ton tissu. Tu sais, ben là, ça, c'est la doublure, fait qu'il faut que je la mette à l'envers, endroit contre endroit, disons, puis là, je vais flipper, mais il faut que je me fasse un trou pour flipper. Fait que c'est toutes des étapes que si t'as jamais fait ça, puis t'en regardes le produit final qui est, je sais pas moi, une petite pouche avec un zip, tu sais, je suis tout le temps en train de réparer des trucs, puis je pense que c'est un savoir qu'en termes d'écologie, ça peut être vraiment intéressant, puis comme je regarde aussi mes chaussettes, là, il y a tout le temps des trous dans nos chaussettes, puis on fait plus ça, réparer nos chaussettes. T'sais, on fait plus ça. J'ai juste le mot en anglais, mais... Repriser nos chaussettes, voilà. Comme l'a mentionné Annabelle, le monde du mur invisible, c'est un monde qui demande constamment à la protagoniste du livre de se dépasser pour pouvoir survivre. C'est pour ça aussi que c'est inspirant. Annabelle, tu m'as dit dans une autre conversation que tu avais trouvé ça empowering. Oui, tout à fait. Moi, je trouve que c'est super intéressant parce que c'est une des grandes réflexions que j'ai en ce moment qui m'a été en partie inspirée par ce livre-là, mais aussi par d'autres lectures, d'autres écrits sur la nature, sur le plein air, écrits par des femmes que je fais en ce moment. Je m'interroge beaucoup sur mes incapacités, sur mon inhabilité à prendre en charge certaines tâches plus manuelles, plus physiques, même dans ma vie personnelle ou dans ma vie familiale. Je suis quelqu'un de très cérébral, peut-être comme... Je vous êtes toutes les deux très cérébrales aussi, mais je suis peut-être la moins manuelle ici. Maintenant que j'ai un enfant, je suis quand même plus manuelle, là, tu sais, dans le soin du corps d'un être humain. Mais ça a été un grand choc pour moi. Je le voyais venir, je le désirais. C'était une des transformations que je voulais dans ma vie quand j'ai eu un enfant, être plus dans le corps. Mais ça a été une adaptation vraiment difficile, là. C'était vraiment une métamorphose ardue. Puis comme je m'occupe de beaucoup de choses dans mon couple, ben, tu sais, mon chum va s'occuper de choses similaires aux miennes, mais moi, je trouve que j'en ai déjà assez dans ma liste, que ces choses-là, je suis comme, ben, toi, tu sais les faire. Vas-y. Arrange-toi. Même la couture, qui est pas un truc de gars d'habitude, moi, c'est mon chum qui a une machine à coudre. Fait que c'est un peu une des raisons pour laquelle j'ai pas encore appris à coudre. Parce que n'ayant pas le temps, je dépends de lui pour le faire, il le sait. Fait que dès que j'ai besoin de coudre un cadeau ou quelque chose, je suis comme « Hey, darling, ça te tente-tu qu'on fasse un projet en commun? » Tu sais, genre, moi, je vais avoir l'idée puis toi, tu vas faire la job. C'est ça.
Mais depuis le début de la trentaine, j'ai vraiment les doigts qui me démangent, comme littéralement. Je sais pas comment l'exprimer autrement. J'ai l'impression que ça fait bizarre de dire ça. Dans le livre, la narratrice va écrire qu'elle a mis 40 ans pour comprendre qu'elle avait des mains. C'est un peu ça, retrouver... Tu sais, on parle souvent avec les enfants de motricité fine. Ouais. Puis, les adultes aussi, là, on a besoin de travailler notre motricité fine. Puis je pense que c'est pour ça que des fois, on tripe à faire du coloriage ou du tricot, des petites affaires de même. Parce que, ou à arranger des noix, je sais pas, parce que tout d'un coup, on est comme « Hey, j'ai des mains! » Oui. Dans le monde actuel, on peut vraiment s'émerveiller d'avoir des mains, parfois, ou des jambes. Faut s'émerveiller des gens qui ont ces capacités-là, ces aptitudes-là. Il y a quelques semaines, on est allé dans un atelier, puis il y avait des artisanes de la dentelle, là, des dentelières qui étaient en train de préparer vraiment une œuvre d'art devant nos yeux avec leurs doigts puis leurs fuseaux. C'est comme jouer du piano, là. Ouais. Donc c'est impressionnant tout ce qu'on est capable de faire avec les mains. Puis je trouve que on est toutes les trois vraiment en admiration devant les gens qui ont ces capacités-là, tu sais. Puis nous, on aimerait ça devenir ça. En tout cas, moi, la dentelle, j'aimerais ça en faire un jour peut-être, mais ça prend... C'est ça, c'est très, très fin comme art. Puis Ça prend du temps. ça prend du temps, puis c'est beaucoup d'apprentissage, comme la couture, d'ailleurs. Puis souvent, moi, j'ai plein d'ambitions, on veut apprendre les choses, mais on veut apprendre beaucoup de choses, puis on veut les apprendre vite. Oui. Puis moi, c'est pour ça qu'avec le tricot, je suis comme, OK, ça fait des années que j'essaie, je sais 3 points, j'ai fini une chose parce que je prends pas assez le temps de m'asseoir, le temps de pas faire d'autres choses en même temps, le temps de reprendre mon travail 12 fois s'il faut. Tu sais, c'est ça le tricot. Puis peut-être qu'à la fin, ça va avoir l'air d'un projet de tricot de fille qui sait pas trop tricoter. Of course, parce que c'est ça que c'est, tu sais. On vit dans un monde où tout nous semble accessible, encore plus en ville. C'est facile de prendre un atelier, mais après ça, c'est vraiment connaître les choses au bout de ses doigts. C'est pas si facile que ça, là. Fait que c'est ça, en lisant, récemment, je me suis mis à me dire, ça aiderait tellement ma confiance en moi de sentir que s'il arrive quelque chose à mon chum, par exemple, maintenant que je vais avoir 2 enfants à charge, que je suis capable de m'arranger toute seule. Parce que tant que lui est là, on est correct. Mais en même temps, que ça soit le plein air d'aller en camping puis d'être moi capable d'allumer un feu ou d'être à la maison puis d'être moi capable de gosser du bois, de construire un objet en bois. Tu sais, je regarde beaucoup les ateliers en menuiserie aussi, ou de réparer nos vêtements. Je veux dire, non, peut-être que dans le monde moderne, ça me sert pas à quelque chose, mais moi, on dirait que c'est une partie de moi qui me manque. Littéralement. Puis que ça me permettrait de me sentir qu'en général, dans la vie, je vais toujours dépendre des autres, mais que je suis apte à survivre, même dans la vie actuelle, puis à m'occuper de mes enfants sans nécessairement sentir que si mon chum partirait, on serait complètement perdu. Puis je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui, à un moment ou un autre, par exemple, quand ils ont un divorce ou la mort d'un conjoint, se ramassent là. Tu sais, fait que des fois, ça me fait peur, là, la grande anxieuse que je suis, même si tout va bien, de m'imaginer que c'est une possibilité future. Et c'est quand même, c'est beaucoup de pression quand même de vouloir apprendre toutes ces choses-là. Puis je me demande, comme, il y a 100 ans, on apprenait ces choses-là parce qu'on avait vraiment pas le choix, mais les gens apprenaient pas tout. Genre, il y avait les savoirs de base, puis une femme pouvait probablement pas dire qu'elle avait des connaissances de menuiserie, de couture, de cuisine, de sage-femme, de plantes. Je pense que les gens avaient des spécialisations, puis il y avait un réseau. On était beaucoup plus en réseau qu'on peut l'être maintenant. Puis, tu sais, je nous entends parler de ce qu'on veut faire, ce qui nous intéresse, puis qu'on veut être autonome. Puis des fois, je me demande si c'est pas comme ce besoin-là de retrouver du lien, de la confiance, de retrouver des gens qui sont sur le même niveau que nous, qui ont envie d'une vie peut-être un peu plus simple, puis de relations qui sont sincères, puis d'échanges qui dépendent pas juste de soi. Tu sais, dans le mur invisible, là, elle peut compter sur personne sauf elle-même. C'est un peu faux parce qu'elle a quand même une très très belle relation avec ses animaux, puis il y a de la belle confiance qui s'instaure, puis ça nous fait penser, c'est un autre volet complètement, mais à la relation qu'on a avec les animaux. Mais il y a toute une question du, tu sais, pourquoi une seule personne
aurait besoin de savoir ça? Pourquoi on s'impose ça en tant qu'individu? C'est tellement vrai ce que tu dis, puis dans le fond, c'est un peu la déviance individualiste de notre époque, genre la société m'écœure, alors je ne peux compter que sur moi-même. Fait que t'as raison, je pense, de dire que, tu sais, moi, souvent, je me sens un peu dans ce trou-là, comme je peux juste compter sur mon chum. Une chance que je peux compter sur lui. Mais s'il était pas là, c'est ça qui se passe aussi. J'ai l'impression que le tissu social est tellement effrité que j'aurais de la misère à trouver quelqu'un pour venir poser mon étagère. Ben, tu pourrais nous appeler. Tu pourrais nous appeler ou tu sais, à la limite, là, peut-être pas une étagère parce que c'est clairement plus facile à deux, là. Mais pour n'importe quel autre type de projet manuel qui nécessite pas une deuxième personne, si t'es vraiment motivé, tu veux vraiment le faire, tu vas le faire. Justement, ce que ça demande, c'est de la confiance. Puis dans le livre, elle a souvent des moments, comme tu le dis, Annabelle, où elle doute complètement d'elle-même. Tu sais, tantôt, on disait faire un trou dans une porte. Ben, on le ferait, on se lancerait, puis on le ferait. Si t'as besoin de le faire, il y a personne pour te juger, puis te dire c'est un peu croche ici, tu vas le faire. Tu sais, souvent, c'est ça, t'as peur de qu'est-ce que les gens vont dire quand on est chez vous. Ben oui. Mais elle doute complètement d'elle-même, puis on la sent fragile, puis je pense que c'est là que je me reconnais, cette espèce de je pourrais le faire, mais où est-ce que je vais trouver vraiment le guts puis la drive de le faire quand dès la petite enfance c'est pas quelque chose qui a été encouragé. Il y a de plus en plus la démocratisation de ces savoirs-là. On est une génération d'adultes où est-ce qu'il y a peu de gens qui ont des bonnes habiletés manuelles. Puis il y a des cours maintenant qui sont accessibles avec des formules de soir, de fin de semaine. Puis il y a aussi des bibliothèques d'outils qui existent. Donc je pense qu'il y a des moyens qui se mettent tranquillement en place pour justement démocratiser ça, rendre ça le plus accessible. Parce que c'est pas tout le monde qui a un papa ou une maman qui a un gros garage rempli d'outils puis qu'on peut aller se servir dès qu'on a un projet ou quelque chose à réparer. Là, c'est pas tout le monde qui a cette possibilité-là. Puis je pense que c'est ça, de pouvoir avoir accès à des outils puis un beau réseau d'entraide, ça peut être intéressant. Au final, As Ofer présente un modèle d'écoféministe qui va se définir par l'émergence d'un monde nouveau où la féminité bourgeoise est réduite en miettes, tout comme la masculinité comme véhicule de violence et de domination. Ça m'a fait rêver à une façon d'entrevoir le care, le soin, l'amour comme quelque chose d'émancipateur qui fait pas juste nous écraser et qui est pas juste la responsabilité des femmes. On s'entend que c'est un défi d'envergure dans des sociétés patriarcales où le care est souvent mis sur les épaules des femmes et il faut se battre à la fois pour avoir le droit de se définir et de se valoriser à travers le travail invisible et à la fois pour tendre vers d'autres sphères du travail et à ne pas supporter toute seule la charge du soin des corps et des âmes. Ça peut être super intéressant, ce genre de récit-là, pour les générations actuelles. Puis dans ce sens-là, je pense qu'elle était bien avant son temps. En même temps, je me demande comment elle voyait ça, elle, As Ofer, à une époque où les façons de se définir en tant que femme étaient peut-être encore plus limitées qu'aujourd'hui. Moi, ça me fait rêver à quelque chose de nouveau. Elle, je sais pas si elle arrivait à croire que ça allait être possible. La féminité de la quarantaine s'était détachée de moi en même temps que mes boucles, mon double menton et mes hanches arrondies. Par la même occasion, j'avais perdu la conscience d'être une femme. Mon corps, plus intelligent que moi, s'était adapté et avait réduit au minimum les inconvénients de mon état. J'avais acquis le droit d'oublier ma condition. Parfois, j'étais un enfant qui cherchait des fraises. Puis, un jeune homme qui sciait du bois, enfin, assis sur le banc, perle sur mes genoux en train de contempler le soleil, je devenais quelqu'un de très âgé, sans sexe défini. Aujourd'hui, ce charme ambigu que j'ai pu avoir a complètement disparu. Je suis toujours aussi maigre, mais je me suis musclée et mon visage est recouvert d'un réseau de rides minuscules. Ce n'est pas que je sois laide, plutôt ingrate. Je ressemble davantage à un arbre qu'à un être humain, une souche brune et coriace qui a besoin de toute sa force pour survivre.
Le mur invisible de Marlène Haushofer est publié chez Actes Sud. La traduction française est l'œuvre de Jacqueline Chambon et Liselotte Baudot. Une dystopie, mais aussi un écrit de la nature, ce roman autrichien trop peu célébré nous a éblouis et renversés. Il nous a fait plonger en nous-mêmes et voir le monde qui nous entoure d'un œil nouveau. Nous avons alors osé imaginer nos corps et nos intellects se déployer autrement dans le monde. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode des Survenantes. Et vous, que savez-vous faire de vos mains? Qui sont dans le règne animal vos amis fidèles? Rêvez-vous parfois de cette vie d'ermite? Qu'est-ce que le mot autosuffisance fait résonner en vous? Joignez-vous à notre communauté Patreon pour poursuivre les discussions entamées à chaque épisode. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram ou visiter notre site web. Être membre des Survenantes sur Patreon, c'est également avoir accès à une série de mini-épisodes ainsi qu'aux bloopers de chaque saison. C'est recevoir une liste de recommandations littéraires à la sortie de chaque épisode et pouvoir nous demander des suggestions lectures personnalisées à n'importe quel moment. C'est la chance d'être salué en fin d'épisode et de participer à notre processus de création en répondant à nos sondages. Surtout, nous offrir votre soutien, c'est contribuer à la vitalité de ce projet balado et nous permettre de mieux concilier la famille, nos jobs, notre travail créatif. Vous venez d'entendre le premier épisode de la 2e saison des Survenantes, une création balado de Catherine, Annabelle et Catherine. Au montage, Catherine et au mixage, Annabelle. La musique est tirée de Pixabay. Un merci tout spécial à Anguelos Coulon pour le graphisme et la création de notre site web, ainsi qu'à notre photographe Clémence Lenné. Merci à nos amoureux pour leur soutien. Enfin, un énorme merci à notre communauté Patreon. Nicole Roy, Ashik Maboum, Simone, Barbara Agnese, Tinours, Robijan et Karine. Votre soutien nous permet de conserver notre indépendance, de débourser les frais nécessaires à la production et de continuer de vous offrir du temps d'écoute de qualité. À bientôt!